vous faites comme vous le sentez. Si de temps en temps vous avez envie de tourner pour pouvoir regarder en face un petit peu toute la salle, sinon il y a des caméras, il y a des écrans. Donc vous faites comme vous vous sentez le plus à l'aise. Je ne sais pas si des coulisses, bonjour. Alors, je vous laisse peut-être vous présenter Laure de la Rodère, donc député de la 3e circonscription d'Eure-et-Loire. Jean-Louis Misseka, adjoint au maire. Si vous voulez rajouter... adjoint à la maire. Adjoint à la maire, pardon. Anne Hidalgo. Si vous voulez rajouter quelque chose sur votre présentation. Non, spécialiste des enjeux du numérique à l'Assemblée nationale depuis 2007, oui, depuis voilà. mon élection en tant que député. Je peux ajouter qu'effectivement, que nous avons 2 intervenants, la présidente de Laure de la Rodère et Jean-Louis Messika, qui, parmi les hommes et femmes politiques, sont sans doute ceux qui connaissent le mieux le sujet. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc profitons-en, on les a sous la main. Donc on va essayer de les utiliser au mieux cet après-midi. Est-ce que finalement, ce que j'ai dit un petit peu en introduction, si des coulisses vous avez un peu entendu, vous êtes à peu près dans la lignée? C'est-à-dire en clair, qu'est-ce qu'on dit? On dit comme une célèbre radio que nous écoutons, nous sommes nombreux à écouter le matin, c'est France Culture, hein, bien sûr, qui dit la France, je ne sais plus comment ils disent ça, ils disent la France a tout pour réussir. Alors on a toujours un peu l'impression que la France a tout pour réussir, mais quand même on réussit un petit peu moins que nos petits copains. Est-ce que vous avez ce sentiment? Alors honneur aux dames, Laure, est-ce que vous pensez que la France a tout pour réussir, ou est-ce que vous pensez que la France certes a tout pour réussir, mais peut-être... La France a tout pour réussir, mais il y a un enjeu culturel en fait derrière la révolution numérique, et aujourd'hui les élites françaises n'ont pas pris pleinement conscience de l'ampleur de la révolution numérique, et il y a un problème de formation en fait en France des élites face à ces enjeux. On l'a vu plusieurs fois, on va revenir dans la discussion, mais on l'a vu plusieurs fois dans les débats à l'Assemblée nationale à ce sujet. C'est ça, il y avait un très bon livre d'une journaliste du Monde qui parlait de la connexion de nos élites. Est-ce que vous qui les fréquentez, ces élites, moi je ne les fréquente pas beaucoup, mais vous qui les fréquentez, vous avez vraiment le sentiment qu'il y a une déconnexion des élites et que ça freine un petit peu le développement de cette transition digitale? Oui, il y a une déconnexion des élites politiques, mais aussi des élites économiques. Oui, c'est pas seulement les élites politiques. Si jamais il y a un retard dans la numérisation des grandes entreprises et des PME françaises, c'est parce que les dirigeants ne sont pas nécessairement au fait de l'impact de la révolution numérique sur leur métier. J'ajouterais quand même que la France a tout pour réussir à condition qu'elle fasse un certain nombre de réformes structurelles, et elle a beaucoup de mal à les faire, quel que soit le gouvernement qui est en charge de sa politique. Alors c'est une bonne transition, parce que je voulais justement inverser un petit peu les rôles et vous poser à tous les deux une question. C'est de demander à Laure, vous permettez, je vous appelle Laure, de demander à Laure qu'est-ce que le gouvernement ou les gouvernements, depuis que nous avons François Hollande comme président, a fait de bien pour favoriser cette transition digitale, favoriser l'entrepreneuriat. Je vais vous demander de dire du bien d'un gouvernement de gauche. Bon, je me prête à l'exercice. S'il vous plaît. La première mesure qu'il a fait de bien, c'est d'abord de ne pas détricoter tout ce que la droite avait fait de bien dans le domaine du numérique. Non, mais c'est vrai. Ah, mais ils sont insupportables, ces pays. Non, prenons le crédit impôt recherche, prenons les jeunes entreprises innovantes, prenons le programme des investissements d'avenir où des données budgétaires avaient été consacrées pour le numérique. Eh bien, je salue le fait que le gouvernement Hollande n'ait pas détricoté ces aspects-là, alors qu'il en a détricoté d'autres dans d'autres domaines au moment où il arrivait au pouvoir. Et d'ailleurs, il a essayé de faire un changement de dispositif en matière de fiscalité, en particulier l'article des pigeons. Et là, je salue le courage qu'a eu Jean-Louis Missika à l'époque pour dire au gouvernement que ce qu'il faisait était une bêtise et que c'était une méconnaissance, en fait, des modèles économiques des start-up. C'est important. C'est important parce que cet événement, finalement, a été une mesure intéressante puisque ça a permis de faire de la pédagogie auprès des élites politiques, économiques, sur le fonctionnement d'une start-up. La deuxième mesure que le gouvernement a fait de bien pour l'économie numérique, à mon avis, et pour le développement de l'innovation, c'est la création de la BPI. Donc, vous voyez, j'arrive à être sérieuse. Pas mal. Voilà. Avec la nomination à la présidence de la BPI de Nicolas Dufourcq, qui connaît parfaitement le fonctionnement des startups, parfaitement le fonctionnement de l'innovation, et très bien aussi le domaine de l'informatique, en fait, tous ces domaines-là. Et la troisième mesure qu'il a fait de bien, c'est la nomination comme ministre de l'économie d'Emmanuel Macron. Parce que c'est un des rares politiques de très haut niveau à connaître
l'environnement et le modèle économique des startups. Voilà, j'en dirai pas plus parce que j'ai aussi des critiques. Mais merci voilà. Laure de vous être prêté au jeu. Jean-Louis, je vais vous poser la question inverse. C'est qu'est-ce que le gouvernement n'a pas fait et qu'il pourrait peut-être faire encore dans les 2 prochaines années et qui nous permettrait d'accélérer un peu les choses? D'abord, je voudrais dire qu'il a fait quelque chose qui a été très négatif, c'est la taxation du capital et de la plus-value. Oui, mais ce qui a été corrigé, c'est celle des startups, mais celle des entreprises en général n'a pas été corrigée. Et de façon plus générale, il y a eu une tendance qui était la même chez Sarkozy, d'encourager la rente par rapport au revenu du travail, ce qui me paraît être une très très mauvaise solution par rapport aux problèmes qui se posent à ce pays. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? Je crois que l'accompagnement de la transition numérique pour les grandes entreprises et le travail qui est fait autour des startups est de bonne qualité. Il y a un vrai sujet qui est la transition numérique des PME et des ETI, et là-dessus, le gouvernement pourrait faire plus et mieux. D'accord, vous n'êtes pas plus critique, il n'y a rien d'autre. C'est pas mal déjà. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal. La loi sur le renseignement était une idée, en tout cas dans sa partie numérique. Je ne vais pas critiquer l'ensemble de la loi, mais la partie numérique de la loi, voilà. Le maintien d'Adopi me paraît aussi assez surréaliste. D'accord. Est-ce que si on parle un petit peu, alors on parle de la France, mais Paris reste malgré tout effectivement quelque chose de très attractif, et on se retrouve très souvent en compétition avec d'autres villes européennes, on l'a vu, d'autres villes du monde même, comme Tel Aviv ou Singapour, on l'a vu dans le dernier classement. Aujourd'hui, si vous aviez d'abord une chose à copier ou à piquer à Londres ou à Berlin, et que aujourd'hui vous pourriez faire, ou que vous ne pourriez peut-être pas faire compte tenu du contexte français. S'il y a une chose que vous trouvez de formidable à Londres et à Berlin pour favoriser cet écosystème. D'abord, je voudrais faire une remarque préalable, si vous m'y autorisez. Je pense que chaque ville a un ADN particulier et qu'il ne faut pas être dans une logique de limitation. Si on est dans l'économie de l'innovation, on n'est pas dans l'économie de l'imitation. Et l'économie de l'innovation suppose que chacun doit être capable d'inventer son modèle de développement économique. On a tellement bassiné les gens avec on va faire la Silicon Valley de ceci ou la Silicon Valley de cela, et la Silicon Valley est inimitable. Et Paris est en train d'inventer son propre modèle d'économie de l'innovation, et c'est ça qui explique le succès de Paris. Et je dirais que ce que fait Londres, Paris ne pourrait pas le faire. Ce que fait Paris, Londres ne peut pas le faire. En revanche, oui, effectivement, qu'est-ce que j'aime bien dans le modèle londonien? C'est son système de financement. Le capital risque qui est basé à Londres est quand même beaucoup plus important et peut-être même un peu plus audacieux que le capital risque qui est basé à Paris, même s'il y a une forme d'internationalisation aujourd'hui du financement des startups. Quant à Berlin, je crois que ce qui est le plus intéressant à Berlin, c'est le rôle que joue l'écosystème artistique, les artistes, dans le modèle d'économie de l'innovation, et qui est facilité à Berlin par le bas prix des loyers, qui fait que beaucoup d'artistes vont à Berlin parce que c'est là où les loyers sont les moins chers, et puis il y a un effet boule de neige, et de ce point de vue-là, nous sommes un peu envieux, ou en tout cas intéressés par ce que fait Berlin. Ok. Et Laure, de votre côté, vous n'êtes pas adjoint à la maire de Paris. Est-ce que vous pensez que ou Paris ou la France a des choses dont elle pourrait s'inspirer à Londres, à Berlin ou ailleurs d'ailleurs? Oui, mais c'est de façon plus structurelle. Je pense qu'on a très peu d'agilité dans notre économie et dans nos administrations. Et ça renvoie à des débats, en fait, liés au droit du travail, liés au statut de la fonction publique, liés au statut de salarié en CDI, avec toutes les contraintes, en fait, les fermetés et les embrigadements que peut représenter ce statut par rapport à un statut qui permettrait finalement de changer beaucoup plus rapidement, de se reconvertir quand on est une entreprise. Donc c'est dans ces domaines-là que j'aimerais qu'on s'inspire un tout petit peu plus de ce qui peut exister à l'étranger. D'accord. Et est-ce que vous croyez justement qu'on est souvent comparé, donc on le disait tout à l'heure, à Londres ou à Berlin, il y a une sorte de petite compétition finalement amicale, mais et pas toujours d'ailleurs amicale. Mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de réfléchir à faire quelque chose ensemble et de parler plutôt d'Europe plutôt que de compétition? Et si oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? D'abord, je pense que ça va au-delà de l'Europe. Moi j'ai tendance à parler
du fait que l'économie de l'innovation est sans frontières et que les startups doivent être des startups sans frontières. Parce que d'abord, les modèles économiques sont de plus en plus des modèles économiques à l'échelle mondiale. Et ensuite, parce qu'il y a la possibilité de coopérer entre les grandes villes. J'étais la semaine dernière à Tel Aviv, on a signé un accord de coopération entre l'écosystème de Tel Aviv et Paris Sanco, qui est notre agence de développement économique. On va faire la même chose en octobre avec Berlin et avec New York. Avec lequel on a une vraie stratégie de coopération, échange de start-up et événements communs. Et je crois que nous allons réussir à signer quelque chose avec Londres. Et donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que la rencontre entre les créateurs d'entreprises se fasse à l'échelle mondiale. Et nous avons une stratégie qui est d'ailleurs commune avec le gouvernement, ce qu'on appelle le Paris French Tech Ticket, qui est la possibilité pour des startups étrangères de venir s'installer gratuitement dans nos incubateurs pendant 6 mois pour tester l'écosystème parisien et pour voir si jamais ils peuvent s'attaquer au marché européen à partir de Paris. D'accord. Il nous reste moins de 2 minutes. Alors, si vous pouviez changer une chose, une seule chose, dans le cadre législatif, réglementaire, pour favoriser et accélérer cette transition digitale. Moi, je pense qu'il y a un enjeu culturel et donc j'ai envie de vous parler d'éducation. Alors, on est peut-être un peu loin des startups, mais aujourd'hui, pour moi, les Français ne sont pas formés à l'audace et à l'entrepreneuriat et ça peut passer par exemple, transformer, moi j'ai une idée, c'est transformer le cours de technologie au collège où aujourd'hui les collégiens s'embêtent, j'ai eu des enfants qui sont passés par là, par un cours de culture du numérique et de l'entrepreneuriat. Je suis sûre que les professeurs de technologie, si on leur donnait cette ambition en main, ils sont formés sur l'informatique, si on leur donnait une feuille de route pour apporter cette culture, ça serait très intéressant de le faire dès le collège, parce que vous savez que la première orientation à l'école, c'est à la fin du collège. Certains vont dans l'apprentissage, et c'est pas parce qu'on devient boucher, boulanger, artisan, électricien, qu'on ne doit pas avoir son site internet et gérer son identité sur le net. Et ça participerait à la transformation numérique des PME. Merci Laure. Même question pour terminer, il nous reste 40 secondes. Écoutez, moi je pense qu'il faudrait vraiment qu'on ait des règles du jeu sociales et fiscales stables et fondées sur un consensus politique large. Parce que c'est vraiment cela le problème numéro 1 des startups. Jean-Louis, vous pouvez changer une chose. Vous avez une baguette magique, vous pouvez changer une chose, il vous reste 25 secondes. Une chose, Une chose. La réglementation du travail. Merci. Bravo.